Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, Tilium et Adventory, avec pour partenaires médias CB News, Redcard, le CPA, et pour partenaires opérationnels Smiley Wanted et Big Miser. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. La DCO, un enjeu pour l'efficacité marketing. Délivrer le bon message au bon endroit et à la bonne personne, telle est la promesse du marketing et de la publicité depuis son avènement. Le concept de Dynamic Creative Optimization, plus communément appelé DCO, consiste en l'optimisation des créations publicitaires en temps réel au fur et à mesure de leur diffusion afin d'améliorer leur performance. Clics, visites ou leads. Pour en discuter, Karine Sareva de Oui.SNCF, Pierre-Antoine Durja d'Adventory, Victor Outers de Google, Pierre-Louis Fontaine, consultant indépendant. Bonjour madame, bonjour messieurs. Nous allons parler d'un sujet, encore une fois, stratégique, ou en tout cas qu'il devient de plus en plus, à savoir la DCO, qui veut dire Dynamic Creative Optimization. Quel est l'enjeu en termes d'efficacité marketing autour de ce nouveau concept ? Et pour commencer, première question, et Pierre-Antoine, je te demanderai d'y répondre en premier, ensuite vous deux, messieurs. Et bien sûr, Karine, je ne t'oublie pas, tu auras l'occasion de nous expliquer pourquoi tu as basculé tes campagnes en DCO. Donc, Pierre-Antoine, comment on peut définir cette fameuse DCO, Dynamic Creative Optimization ? C'est des technologies qui existent depuis maintenant une quinzaine d'années, quand on fait le tour, qui permettent de choisir en temps réel le contenu des publicités. Donc au lieu de rentrer dans un modèle qui est issu de la télévision ou de l'affichage papier, où finalement on va fabriquer une pub et puis la diffuser en la répétant la même, puisque les contraintes techniques d'exécution faisaient qu'une affiche, on ne va pas en imprimer une différente. Les DCO, elles permettent, grâce au digital, de se dire chaque publicité affichée va être différente, avec toutes les règles qu'on peut imaginer pour les rendre différentes, que ce soit les internautes, que ce soit le lieu de l'internaute, la langue, les offres produits, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Merci Pierre-Antoine. Pierre-Louis, ta définition ? C'est la capacité technique à multi-scénariser une campagne de communication en fonction d'une cible, et particulièrement en fonction d'une cible. Donc, femme 25-35, CSP+, habitant à Grenoble, 2 enfants, qui a été cookifié, on va lui distribuer une bannière spécifique lui étant dédiée par rapport à un homme qui habite à Paris, qui est célibataire. Ça exige donc d'être extrêmement fin dans le traitement de la data, intelligent et un peu riche quand même, parce que ça nécessite des niveaux d'investissement budgétaire qui ne sont pas des petites campagnes à 50 000 €. C'est des trucs, ça n'engage que moi, mais les niveaux d'investissement ne sont pas neutres pour arriver à obtenir un vrai résultat qui soit statistiquement correct et acceptable pour un annonceur. Merci Pierre-Louis. Victor, ton avis ? Ta définition surtout. Ma définition, peut-être concrètement, en gros, quand on prend un élément créatif, il y a différents éléments qui vont le constituer. Donc, une image, un texte, un call to action, une couleur de bouton. Tous ces éléments, via la DCO, on va pouvoir les rendre dynamiques et les rendre personnalisables. Et donc, du coup, en fonction des signaux que présentait Pierre-Antoine, afficher des variations et déclinaisons différentes de ce même asset créatif. Et ça va permettre 2 choses pour l'annonceur. D'une part, de lui apporter de la performance, parce que via la personnalisation, il va pouvoir offrir une meilleure expérience à l'utilisateur et donc de meilleures performances pour ses campagnes digitales, et aussi de la productivité, puisque tout ce travail de décliner un asset créatif qui peut se faire manuellement, là, va être automatisé par cette technologie. Merci Victor. Après avoir défini justement ce que c'était que la DCO, question à l'annonceur que tu représentes, Karine, puisque tu représentes Oui.SNCF. Pourquoi avoir basculé les campagnes en DCO chez Oui.SNCF ? En fait, c'est notre stratégie client-centrique qui nous a amené à basculer vers la DCO. On a souhaité en fait de relayer des messages personnalisés pour chaque typologie de nos clients et de nos prospects. Si nous n'avions pas eu de la DCO, on aurait dû multiplier le nombre de créas, de tracking, de trafficking, avoir des process lourds et surtout des délais très longs. Du coup, finalement, la DCO, c'est la réponse à l'industrialisation de la personnalisation. Merci Karine. Alors justement,
C'est quoi les cas d'usage autour de la DCO? Est-ce que tu peux nous en dire plus, Pierre-Antoine, ensuite Pierre-Louis, Victor, et également à nouveau toi, Karine? Alors, avec Adventory, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on déploie de la DCO chez des clients. Donc le premier cas qui s'est développé, qui était probablement le plus évident de l'industrie, c'était le dit Web to Store, ou enfin, appelons-le comme on veut, le fait de mettre dans la publicité le point de vente le plus proche. Ce cas d'usage, il était très naturel parce que finalement, dans la presse quotidienne, dans l'affichage, c'était déjà naturel de remettre un point de vente dans une pub. Donc c'est un peu ce qui a fait démarrer le marché, ce côté je localise l'internaute et je remets le point de vente le plus proche, c'était un peu l'évidence. Ça s'est développé ensuite, nous ce qu'on a vécu, c'est beaucoup dans l'industrie du voyage, de façon assez naturelle, parce qu'il y a une question de nombre de destinations, il y a une question de prix qui sont quasi temps réel, il y a une question d'avions ou d'hôtels à remplir. Donc cette industrie du voyage, elle avait besoin que la publicité soit beaucoup plus vivante, saisonnière. Et donc c'est la première industrie, je pense, qui l'a demandé. Et probablement pour une autre raison aussi, c'est que l'industrie du voyage est une des premières à s'être mise à vendre sur Internet de façon massive, et donc naturellement les premiers consommateurs de publicité digitale. Et puis maintenant, ça s'est généralisé, on voit beaucoup d'industries. L'automobile est un cas vraiment très net, parce que beaucoup de modèles de voitures, beaucoup de prix, les locations longue durée changent les prix en temps réel. Enfin, donc il y a plein de contraintes, la traduction dans toutes les langues, donc le retail aussi, toute l'industrie du retail globalement, les produits dans les bons points de vente, ça se développe à une vitesse folle. Donc voilà, c'est en train de se généraliser, mais je dirais que le point de départ, ça a été la géologue et ensuite le travel. Merci Pierre-Antoine. Pierre-Louis, les cas d'usage que tu connais? Cas d'usage que je connais, on a fait ensemble un peu de telco aussi, parce que le pricing du voyage, il change tout le temps, mais le pricing des telcos aussi, la guerre est énorme, donc il faut être capable de réagir vite. Et un cas d'usage, moi, sur lequel j'essaie de travailler en ce moment, c'est surtout les FMCG et le e-retail. C'est un cas d'usage qui va un tout petit peu plus loin. Je suis persuadé que la DCO va être implémentée chez tous les retailers, Carrefour, Auchan, Leclerc, à très court terme. Il y en a déjà qui l'ont utilisé. Pour une raison toute bête, c'est que quand on est FMCG, on travaille sur du caddie. Et je vais donner un exemple assez rigolo. C'est quand vous êtes un surconsommateur de mayonnaise Amorama et fraîche, vous êtes un surconsommateur de dentifrice Signal. Ça veut dire que des datas, en fait. Exactement, c'est croiser ça à des datas qui sont des datas de comportement, mais aussi des datas d'achat. Et quand on a un panier moyen d'un individu, non pas de la ménagère, et qu'on sait que ce panier moyen-là dirige, quand j'achète du dentifrice, ça dirige sur de l'achat de mayonnaise, par définition, la DCO prend absolument tout son sens, et ça va augmenter les ROI, parce que le DCO, un des objectifs quand même de la DCO, c'est d'optimiser les retours sur investissement, enfin le ROAS. Et donc, le cas d'usage pour moi qui va monter en puissance vraiment dans les 2 prochaines années, c'est le e-retail et c'est avec les industriels. Merci Pierre-Louis. Victor, chez Google alors, qu'est-ce que tu as pu observer? Chez Google, on accompagne beaucoup d'annonceurs, je dirais, internationaux. Et de plus en plus, ce qu'on observe chez eux, c'est une problématique de chercher à centraliser et rationaliser toute l'activité créative qu'ils peuvent mettre en place. Et peut-être pour illustrer, je prends un exemple, donc l'exemple de Netflix. Netflix, c'est, alors je vais sûrement dire des chiffres qui sont plus vraiment d'actualité, mais une 50aine de séries à promouvoir chaque année dans 150 pays avec 150 langues différentes. Donc le choix de la DCO s'imposait un peu à eux pour avoir cette centralisation créative et avoir ce même asset qui, en fonction du pays de l'utilisateur, en fonction de certaines règles culturelles locales, on allait faire varier ce même asset créatif pour qu'il s'adapte à chaque pays et à chaque utilisateur, et comme ça garder le contrôle et la centralisation de la production des créas et réduire les coûts de production liés à ce travail-là. Merci Victor. Alors Karine, tout à l'heure, tu nous as expliqué pourquoi oui.sncf a basculé ses campagnes en DCO. Et si on doit parler des cas d'usage, quels sont ces cas? Oui. Alors d'abord, notre stratégie globale s'appelle l'audience planning. L'idée, c'est de vraiment adresser un message spécifique à chacune de nos audiences prioritaires. Concrètement, c'est personnaliser des messages en fonction de l'endroit où se trouve l'internaute, l'audience auquel il appartient, donc via notre DMP, une ville de destination qu'on va pousser et qui est déterminée en fonction d'un top ville qu'on a mis en place. Et puis la météo, pour donner envie aux non-anticipateurs de booker leur week-end à venir dans la ville dans laquelle on pousse. Merci Karine. Alors justement, sur ce que tu viens de dire, justement Karine, ça pose des questions aussi en termes d'organisation et de manière de travailler.
puisque effectivement, il y a les data, mais il y a également l'optimisation qui va avec et bien sûr la dimension humaine, organisationnelle. Est-ce que, Pierre-Louis, la DCO a eu une incidence sur la manière dont tu travaillais dans les cas que tu as pu gérer? L'utilisation de la DCO change le way of working entre l'annonceur, l'agence média et l'agence créa par nature. Quand on travaille en bannière classique, on brief l'agence créa, l'agence nous donne les bannières, on transmet à l'agence média et l'agence média trafic. Donc on a des flux qui sont descendants-montants mais qui ne sont pas à mélanger. Aujourd'hui, quand on travaille la DCO, ça veut dire qu'on doit prévoir des scénarios, je ne sais pas comment on dit, à l'avance. Ça veut dire qu'il faut donc réfléchir avec le planning strat de l'agence créa. Il faut réfléchir avec le planning data de l'agence média. Ensuite, il faut mettre tout le monde autour d'une table. Et il faut s'assurer aussi que d'un point de vue économique, c'est intéressant pour un annonceur. Quand vous faites de la DCO, vous démultipliez le temps stratégique chez l'agence, donc ça vous coûte plus cher en honoraire. Vous démultipliez le temps chez l'agence média aussi, en termes de temps passé pour l'implémentation. Vous achetez la solution technique, et pour que tout ça fonctionne, il faut que vous achetiez de la data. Alors, de temps en temps, chez certains partenaires, elle est gratuite, et puis chez d'autres partenaires, elle n'est pas gratuite. Ce qui veut dire qu'au global, vous augmentez la dépense initiale avant de regarder les résultats. Vous payez pour voir. Et c'est la problématique de l'annonceur, c'est qu'en DCO, après, il y a des périodes de rodage qui coûtent très cher, et quand on est rodé au bout de 6-8 mois, c'est bon. Mais les premières périodes sont extrêmement coûteuses à mettre en place. Il faut vraiment que ce soit prouvé en termes de rentabilité. Pierre-Antoine. C'est vrai. Merci Pierre. Merci Pierre-Louis. C'est vrai dans le cas où tu es dans l'audience planning, ce que tu viens de décrire, c'est dans le cas où tu dois acheter les données pour ton audience et où tu es dans une approche par cible parce que ça impacte la créa. Quand on est sur des scénarios plus simples, pour donner un exemple, si tu prends une compagnie d'avion qui doit pousser ses destinations, un cas vraiment hyper simple, tu n'as pas à impliquer le planning strat des agences. Non, donc, ça, on est d'accord. et donc je pense que ça dépend un peu des cas d'usage, mais c'est vrai que le cas d'usage que tu décris, qui est d'aller travailler avec des audiences où il faut acheter les données et se demander quel message on va envoyer à chaque audience, nécessite un travail de planification avec toutes les agences qui est colossal. Le travail sur l'audience, c'est ceux qui n'ont pas de réseau de vente directe. Là, il y a un gros travail sur la data, puisque par définition, on est obligé de toucher le consommateur final sans avoir les données intermédiaires. Quand on est un e-commerçant, évidemment, il n'y a pas de. C'est un peu différent. Il y a moins de complications, ça c'est certain. Alors, la parole à un e-commerçant et également dans le domaine du tourisme, à savoir Karine. Oui. La façon de s'organiser chez oui.sncf, comment elle a été impactée par justement le fait d'embarquer la DCO dans sa stratégie de communication? Alors, en fait, la DCO élargit le champ des possibles puisque maintenant, on n'est plus limité par le nombre de créations. Donc, en fait, il faut effectivement en amont bien réfléchir aux pistes d'optimisation sur le fond et la forme de la créa. Et puis aussi, comme disait Jean-Louis, réfléchir Pierre-Louis, pardon, réfléchir au scénario en cascade pour chacune des audiences. Puis surtout, il faut réussir à jongler entre l'univers média et celui de la création pour continuer à tester et optimiser sur les deux plans en parallèle. Puis après, en interne, effectivement, on rajoute en fait un maillon dans la chaîne de la création de la campagne. Donc, il faut repenser les process pour bien intégrer, donc pour nous, Adventory dans chaque étape. Et puis, faire de la pédagogie pour donner les bénéfices de la DCO en interne. Mais une fois que la DCO est mise en place, pour le coup, on a vraiment des délais qui sont réduits. Et puis, on gagne aussi des insights qu'on n'aurait pas auparavant. Donc une organisation qui demande du temps, mais une fois que cette organisation est mise en place, on va beaucoup plus vite. Tout à fait. Merci Karine. Victor, tes observations sur l'organisation que cela implique, la DCO? Ouais. Et ben peut-être pour compléter, parce qu'en effet, au démarrage, il y a un vrai travail organisationnel à mettre en place, mais pour moi, il continue, parce que contrairement à des campagnes non DCO, la DCO, ça va être un projet un peu itératif, où l'idée, c'est on apprend d'un premier jet de campagne, d'une première scénarisation sur des signaux relativement simples, et peu à peu, on va complexifier, enrichir le message et enrichir le projet DCO. Et c'est pour ça que ce besoin organisationnel très fort au début, il est quand même vrai tout du long du projet. Il faut le maintenir. Et il y a ce vrai travail de coordination entre les différents acteurs, médias, créa, annonceurs à faire. Et c'est un point très important. C'est pour ça que c'est des projets qui peuvent être coûteux. Et c'est pour ça que nous, on porte beaucoup d'attention, alors d'une part sur les technologies qu'on met sur le marché, mais d'autre part sur les partenaires avec lesquels on s'entoure pour accompagner les annonceurs sur ces projets de DCO. Parce qu'au-delà
prendre en main les technologies, il faut aussi avoir ce savoir et cette capacité à gérer le projet de bout en bout et à coordonner l'ensemble des acteurs sur ce projet. Merci Victor. Est-ce que Pierre-Antoine, tu voulais ajouter des choses concernant l'organisation? Peut-être que tu as des conseils à donner. Oui, beaucoup de choses ont été dites déjà. Je pense que les points clés sont là. Il y a un point qui est intéressant, je trouve, qui est évoqué en sous-jacent par tout le monde, c'est qu'en fait, c'est très adapté au fil rouge. Oui. C'est que naturellement, le DCO va très bien avec fil rouge et va pas très bien avec campagne one-shot. Parce que cette démarche d'amélioration continue que tu viens d'évoquer, Victor, parce que toi, tu parlais d'audience planning, d'abord, c'est un point important et beaucoup d'annonceurs ne travaillent pas forcément en fil rouge leur campagne digitale. Donc, des fois, on a l'impression que c'est le DCO qui amène l'organisation, mais c'est déjà le passage en fil rouge des campagnes qui amène un changement d'organisation. Donc, ça, c'est un vrai changement. Le deuxième point que je voudrais ajouter, c'est que ça ressemble beaucoup, en fait, du coup, à ce qu'on fait en CRM. Quand les annonceurs travaillent en CRM, on est dans cette démarche de fil rouge, de construction des créas rapides et tout. Finalement, la démarche créative, elle est plus proche de la démarche créative du CRM que de la démarche créative de la publicité traditionnelle. C'est le deuxième point qu'on a observé. Et puis effectivement, le troisième, nous, on est... Alors, le point que tu as évoqué, Victor, sur l'organisation est évident. Nous, on est très, très présents. On fait plus de services que de techno, quoi, en réalité, parce que cette transformation, cet accompagnement, ce rôle de chef de projet que tu décrivais, il faut être là, il y a une vraie transition à gérer, il y a beaucoup d'acteurs à coordonner. En fonction des cas, il faut redonner à chacun son rôle, sa responsabilité, ce qui n'est pas toujours évident parce que l'annonceur est censé être chef d'orchestre du déploiement de DCO, mais finalement, c'est des technos complexes qui n'ont jamais été pratiqués par le chef d'orchestre, quoi. Donc, ce n'est pas très simple de demander à quelqu'un de devenir chef d'orchestre de quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, ça, voilà, on essaie de venir... Chef d'orchestre sans connaître la partition et surtout comment on écrit la musique, quoi. Voilà. Donc, du coup, nous, on considère qu'on a un vrai rôle de conseil pour accompagner les annonceurs là-dedans, parce que c'est vrai que ce n'est pas un sujet simple à mettre en place. Pierre-Louis, oui, merci Pierre-Antoine. Rajouter un point aussi. Là, on parle de DCO, donc de modification en temps réel des bannières publicitaires, bleu, rouge, prix, pricing, visuel. Mais une fois qu'on a cliqué sur un Paris-Strasbourg fond bleu, il faut que j'arrive sur une page Paris-Strasbourg. Ouais. Donc la DCO doit être liée aussi à l'utilisation d'un CMS, donc un Content Management System, qui adapte automatiquement en fonction de la provenance et du type de bannière. Ça veut dire qu'une agence média ne maîtrise pas par nature les CMS. Les CMS sont plutôt maîtrisés par les agences digitales. Encore une fois, il faut les mettre en relation. Il faut faire en sorte que la bannière qui s'est adaptée à l'individu donne l'ordre d'adapter la page de réception aussi. Ça veut dire que la complication technique, elle ne s'arrête pas à la bannière, elle s'arrête à l'arrivée. Si on considère que la DCO est efficace, on la considère sur quoi? L'engagement, c'est-à-dire le taux de clic? Ou est-ce qu'on la considère comme étant efficace sur la transformation? Si on la considère efficace sur la transformation, ça veut dire qu'il faut gérer le site en temps réel aussi. Merci pour ces précisions, Pierre-Louis. Donc, des organisations au niveau des équipes, mais également d'un point de vue technique et j'allais dire d'un point de vue process de contenu, hein, d'une certaine manière, des différents messages et de l'endroit et de la page de destination de ces différents messages. Donc, merci pour ces précisions. On en arrive déjà à notre dernière question. Je commencerai par vous, messieurs, et Karine, je te laisserai le mot de la fin. La question est la suivante. Est-ce que le marché a compris les enjeux autour de la DCO? Je commence par toi, Pierre-Antoine, puisque tu es l'évangéliste en chef sur ce concept. Alors, est-ce que tu as l'impression que le marché comprend? Voilà une pression. Oui, je pense que le marché comprend. Je pense que c'est long. Je pense que tous les gens à qui on parle aujourd'hui comprennent l'intérêt. Je pense que toutes les organisations ne sont pas adaptées. Je pense que... effectivement, il faut réorganiser les agences, donc oui. Et puis, je pense que ça va accélérer parce que la télé adressable va bouger un peu la démarche. On commence à voir du DCO en audio, on commence à voir du DCO sur les panneaux d'affichage en extérieur. Donc, je pense que la généralisation, aujourd'hui, c'était restreint au digital avec un pourcentage du plan média qui était relativement petit, qui est croissant, mais qui est relativement petit. C'est en train d'augmenter, c'est en train de galoper. Et donc, plus ça va devenir dans tous les canaux, plus ça deviendra évident pour tout le monde, je pense. Merci Pierre-Antoine. Pierre-Louis. Je pense que le marché comprend. Maintenant, il faut regarder secteur par secteur parce que le marché, c'est tout le monde. Et par secteur, là, il y a des niveaux d'appropriation qui sont plus ou moins élevés. La clé, pour moi, il y en a deux. L'un, c'est le rapport énergie et rentabilité, comme d'habitude. Et le deuxième, c'est 50% de la vente de l'efficacité d'une DCO, c'est le reporting. C'est-à-dire comment on arrive en moins d'une minute, c'est-à-dire un pitch d'ascenseur, comme on dit, à prouver à un directeur marketing qui a vraiment beaucoup d'autres choses à faire que la DCO, c'est le top du top de la technologie à utiliser. Et on a une minute pour faire ça, pas plus, parce qu'il y a vraiment, encore une fois, d'autres choses à faire. Donc 50% de la vente d'une DCO, c'est son reporting. Ça veut dire que les scénarios, il faut les travailler, ça veut dire qu'il faut des storytellers en agence.
S'il y a des bons storytellers en agence, la DCO va accélérer sa pénétration par définition. Merci Pierre-Louis. Victor, Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et je pense qu'en effet, indéniablement, le marché il est conscient des bienfaits de la DCO et en tout cas de la personnalisation créative. Après, toutes les contraintes de coûts organisationnels, les solutions qui sont relativement complexes à prendre en main, tout ça, c'est un facteur assez bloquant pour une adoption plus large de cette technologie. Chez nous, on observe qu'on a à peu près 80 à 90% des assets créatifs qui aujourd'hui ne sont pas personnalisés, ont une approche comme en télé ou en print, le même message pour tout le monde. Du coup, ce sur quoi on se concentre chez Google, c'est proposer des solutions qui vont permettre un peu cette démocratisation de la DCO en proposant des solutions simplifiées où on n'a pas besoin d'être dev ou designer pour utiliser ces technologies, pouvoir personnaliser à moindre coût et aussi pouvoir personnaliser sur d'autres formats publicitaires que le format display en l'étendant à la vidéo, à l'audio et peut-être aussi à la DOH un jour. merci Victor. Alors Karine, visiblement, tu as compris les enjeux autour de la DCO. Quand on discute peut-être en interne ou avec des collègues ou même avec des confrères ou consoeurs dans d'autres sociétés, chez d'autres annonceurs, quelle est ta perception de la compréhension du marché autour de la DCO? En fait, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense que tout le monde comprend l'enjeu. Après, effectivement, la mise en place n'est pas neutre et c'est peut-être le frein aujourd'hui. Nous, en tout cas, on pense avoir obtenu une certaine maturité sur le sujet de la DCE et aussi de l'internalisation de l'achat média qu'on a opéré dans notre équipe. Et donc, on souhaite maintenant partager ces bénéfices auprès des autres annonceurs. Eh ben, en tout cas, c'était l'objectif de l'émission, de partager effectivement différentes expériences et d'expliquer justement les enjeux marketing autour de la DCO. Merci pour votre participation et pour votre éclairage. Ainsi s'achève ce débat autour de la DCO, la Dynamic Creative Optimization. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. La DCO est un concept qui permet de transformer le format publicitaire en un point de vente. 2. La DCO nécessite en amont de la part de l'annonceur un gros effort de réflexion marketing et de transformation de son organisation. 3. Les acteurs de la DCO sont en train aujourd'hui de valoriser leur capacité à fournir des services afin d'accompagner les transformations organisationnelles nécessaires chez les annonceurs afin que ces derniers assimilent au mieux le concept de DCO. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, Tilium et Adventory pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias CB News, Redcard et le CPA, sans oublier nos partenaires opérationnels Smile Wanted et Vidmiser. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.